Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais, avant de commencer mon intervention, remercier chaleureusement l'organisateur de cette conférence en ligne, Kevin Magnier-Méran. Je suis ravi d'intervenir à mon tour à l'occasion de celle-ci et vous dire un petit mot sur la clause déséquilibrée, même si l'exercice n'est pas simple, car en colloque, il est toujours appréciable de voir son public, de voir le public, alors que là, je parle en me voyant, ce qui n'est pas très réjouissant. Bien, il est bien connu qu'en vertu de l'article L212-1 du Code de la consommation, sont jugées abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ces clauses sont, nous le savons, réputées non écrites. Toutefois, cet encadrement légal ne nous intéressera pas véritablement ici car, nous le savons, notre étude traitera avant tout des contrats d'affaires. On rappellera néanmoins que depuis la loi LME du 4 août 2008, loi de modernisation de l'économie, l'article L442-1 du Code de commerce prévoit un système assez proche dans le Code de commerce, puisque cet article vient régir et sanctionner, notamment dans le cadre de la négociation commerciale, le fait, je cite, de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Ici, nous le voyons, ce système concerne, à la différence de l'article 212-1 observé précédemment, ici la relation entre professionnels. Cependant, pour cette étude, nous avons décidé de nous limiter à un professionnel en particulier. Et ce professionnel, ce sera le banquier. Pourquoi cela? Tout simplement parce qu'il faut bien cantonner son travail au risque à défaut de faire une étude trop longue ou peut-être insuffisamment concrète, mais aussi d'autre part parce que ce professionnel nous est peut-être un petit peu plus familier. Or, une particularité juridique est à observer ici à l'égard justement de l'article L442-1 mentionné précédemment. En effet, il ressort d'une lecture à contrario de l'article L511-4 du Code monétaire et financier que les banques ne sont pas soumises à cette disposition du Code de commerce. En conséquence, nous le comprenons, pendant longtemps, le banquier contractant avec un professionnel échappait purement et simplement à toute action en justice fondée sur la présence d'une clause déséquilibrée. Il en va cependant différemment depuis l'ordonnance du 10 février 2016 ayant réformé le droit des contrats. En effet, nous le savons, cette ordonnance est à l'origine d'un nouvel article important, l'article 1171 du Code civil, qui prévoit, je cite, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable déterminée à l'avance par l'une des parties qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. Et l'article prend soin de préciser que l'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix à la prestation. Cette évolution intéressant le droit des contrats a été, sans surprise, remarquée par la doctrine. Elle a ainsi donné lieu à un grand nombre d'études, notamment à propos de ses répercussions probables pour les contrats d'affaires. Beaucoup ont pu d'ailleurs considérer que ce texte n'avait pas un apport si conséquent que cela, dans la mesure où la plupart des contrats d'adhésion relèvent soit du droit de la consommation, soit du droit des affaires, c'est-à-dire de textes prohibant déjà, nous l'avons observé, les clauses abusives. Or, et on l'a dit aussi, tel n'est pas le cas pour le banquier. En effet, il ne peut pas se voir imposer les dispositions que nous avons mentionnées au début de cette étude. Nous voici désormais quelques années après la création de cet article 1171. On peut alors s'interroger. Dans quel cas cette disposition pourrait avoir des incidences sur les conventions passées par les établissements de crédit avec leurs clients professionnels? Observons pour répondre à cette question, sous quelles conditions ce dispositif peut être employé, cela fera l'objet de notre première partie, et dans quelles hypothèses il pourrait donner lieu, dans le champ qui nous occupe bien sûr, à la caractérisation de clauses déséquilibrées. Cela fera l'objet de notre
seconde partie. Donc, première partie, les conditions à la mise en œuvre du dispositif. Des conditions propres au contrat, mais aussi aux clauses intéressées, sont à observer ici. Donc, tout d'abord, les conditions liées au contrat. Deux conditions sont à mentionner. En premier lieu, il convient bien sûr d'être en présence d'un contrat d'adhésion. Or, ce dernier a vu sa définition évoluer. En effet, c'est d'abord l'ordonnance du 10 février 2016 qui est venue créer un nouvel article 1110, alinéa 2 du Code civil, définissant ce contrat d'adhésion comme, je cite, le contrat dont les conditions générales soustraites à la négociation sont déterminées à l'avance par l'une des parties. Or, assez rapidement, cette définition a suscité des controverses. Par exemple, la notion de condition générale ou l'idée de soustraction à la négociation ont fait l'objet d'interrogations et de critiques doctrinales. Face à ces incertitudes, la loi du 20 avril 2018 est venue modifier la définition précitée. Depuis lors, en effet, le contrat d'adhésion est le contrat qui, je cite, comporte un ensemble de clauses non négociables déterminées à l'avance par l'une des parties. Cette définition est donc objectivement plus claire. Avec le nouveau texte, c'est la négociabilité et non plus la négociation effective qui est au cœur de la définition en question. Ainsi, lorsqu'un contrat était négociable, mais qu'il ne l'a pas été dans les faits, il ne saurait être vu désormais comme un contrat d'adhésion. Au-delà de cette évolution, cette limitation légale au seul contrat d'adhésion par l'article 1171 du Code civil nous paraît de bon sens. La protection du professionnel, parallèlement à celle du consommateur, se justifie ici pleinement, dans la mesure où ses capacités supérieures de négociation qu'on veut bien généralement lui prêter sont dans ce cas totalement indifférentes. Le contrat étant par sa nature même soustrait à toute discussion, la protection du professionnel devient légitime. Or, il est fréquent aujourd'hui que les conventions de compte, celles liées à un instrument de paiement ou les contrats de crédit passés avec des clients professionnels soient justement des contrats d'adhésion. L'activité bancaire use fréquemment de ce type de contrat. Deuxième condition à présent, il faut garder à l'esprit que l'entrée en vigueur des dispositions résultant de l'ordonnance du 10 février 2016 a été fixée au 1er octobre 2016. Par conséquent, les contrats conclus avant cette date sont toujours soumis à la loi ancienne. Et ce ne seront que les contrats conclus postérieurement à cette dernière qui seront concernés par l'article 1171 du Code civil. Et la jurisprudence, quelques décisions de cour d'appel, ont déjà eu l'occasion de le dire. Deux précisions s'imposent néanmoins. D'une part, sont également soumis à la loi nouvelle les contrats renouvelés tacitement, ainsi que les contrats ayant fait l'objet d'une novation à compter du 1er octobre 2016, ceux-ci étant assimilés à de nouveaux contrats. D'autre part, les évolutions résultant de la loi du 20 avril 2018 que nous avons citée concernent pour leur part les seules conventions conclues à partir du 1er octobre 2018. Cette solution est importante, notamment, bien sûr, concernant l'évolution de la définition du contrat d'adhésion que nous avons observé précédemment. À côté de ces conditions liées au contrat, nous trouvons aussi des conditions liées à la clause. 4 conditions sont ici à mentionner. Première condition, la clause concernée doit être non négociable. Cette précision résulte à nouveau de la loi du 20 avril 2018. L'ordonnance du 10 février 2016 visait simplement et de façon indistincte toute clause. C'était beaucoup trop large. Cette formule pouvait être interprétée comme permettant, dans le contrat d'adhésion, d'envisager n'importe quelle clause de ce dernier pour en prononcer le caractère éventuellement déséquilibré. La loi du 20 avril 2018 a corrigé, justement, mais attention, uniquement pour les conventions conclues à partir du 1er octobre 2018, cette interprétation en limitant, je vous l'ai dit, le contrôle judiciaire aux seules clauses non négociables.
Cette nouvelle précision permet de circonscrire quelque peu le champ d'appréciation, le champ d'application, des clauses susceptibles d'être jugées déséquilibrées par le juge. Par exemple, une clause créant un véritable déséquilibre entre les parties, mais qui est dans le même temps négociable, eh bien, elle ne peut plus, depuis cette retouche de 2018, elle ne peut plus être réputée non écrite sur le fondement de l'article 1171 du Code civil. Première condition. Deuxième condition, mais c'est en réalité le prolongement de la première, la clause doit avoir été déterminée à l'avance par l'une des parties, nous dit-on. Cette exigence découle à nouveau, bien sûr, de la nature spécifique du contrat d'adhésion. Troisième condition, la plus importante, bien entendu, c'est que la clause doit créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Cette caractéristique devra être relevée par les juges du fond. Alors attention, le droit régissant les clauses abusives dans le Code de la consommation, c'est-à-dire l'article L212-1 de ce code, donne toutefois des précisions utiles sur cette appréciation. En effet, on nous dit que l'appréciation du déséquilibre significatif doit se faire non seulement en considération des circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat, mais aussi en considération de l'économie générale du contrat en question. Ces orientations s'appliquent nécessairement à l'article 1171. Pour autant, l'article L212-1 du Code de la consommation, comme l'article 1171 du Code civil, ne nous disent pas à quel moment il y a des équilibres significatifs, à partir de quel instant nous aurons ce déséquilibre significatif. Cependant, la jurisprudence a été amenée à poser plusieurs critères d'appréciation du déséquilibre significatif à l'attention des juges qui sont invités à recourir à la méthode du faisceau d'indices. Parmi ces critères, nous trouvons notamment l'existence d'un avantage manifestement excessif à la faveur de la partie forte au contrat, ou encore l'octroi d'un avantage non assorti d'une contrepartie, ou encore l'absence de réciprocité des droits et obligations des parties, ou autre illustration, l'octroi à la partie forte du contrat d'un pouvoir unilatéral. Nous aurions pu citer bien sûr d'autres critères encore. Enfin, et c'est une ultime condition, la clause ne doit pas porter, selon les termes mêmes de l'article 1171 du Code, sur l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix à la prestation. Cette double limite, qui s'inspire clairement de l'article L212-1 du Code de la consommation, vise, nous le comprenons, à concilier le principe de la liberté contractuelle avec l'exigence de protection de la partie la plus faible. Mais attention, ces limites peuvent être, à notre sens, relativisées. Pour le premier cas, on notera que l'article 1170 du Code civil, qui consacre la jurisprudence Chronopost et Faurecia, prévoit, je cite, que toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. Donc cela vient tempérer la première limitation. Pour le second cas, c'est-à-dire la non-adéquation du prix à la prestation, il faut rappeler que l'ordonnance du 10 février 2016 a prévu d'autres mesures, d'autres outils susceptibles de jouer dans ce cas de figure sous certaines conditions. On peut citer par exemple l'article 1223 du Code civil qui envisage la révision du prix en cas d'exécution imparfaite. Dès lors, sous le respect de toutes ces conditions que nous venons d'observer, plusieurs conventions proposées par les banques à leurs clients, qui échappaient jusqu'ici à l'analyse du déséquilibre significatif, s'y retrouvent désormais soumises. Mais alors une question se pose, quelles clauses pourraient alors être plus concrètement concernées? C'est ce que nous allons observer à présent. D'où notre seconde partie, les clauses susceptibles d'être jugées déséquilibrées. Alors, quelles clauses figurant dans les conventions conclues par les banques avec leurs clients professionnels, mais aussi avec leurs fournisseurs ou avec leurs prestataires, pourraient ainsi être qualifiées de déséquilibrées au sens de l'article 1171 du Code civil? Il reviendra au juge de le dire, bien sûr, mais est-ce que ce juge ne pourrait pas s'inspirer, par exemple, de la jurisprudence déjà rendue depuis une douzaine d'années sur le fondement de l'article L442-1 du Code de commerce? Il est vrai que cet article concerne là encore une relation entre professionnels.
et qu'un grand nombre de clauses ont été déjà jugées déséquilibrées sur ce fondement-là. Oui, mais attention, attention, notons que cet article L442-1 vise avant tout à sanctionner des pratiques restrictives de concurrence d'une entreprise qui abuse de sa situation. Cette circonstance nous paraît vraiment distincte du rapport du banquier avec sa clientèle professionnelle. Ainsi, la jurisprudence rendue sur le fondement de l'article L212-1 du Code de la consommation nous paraît dès lors être une source plus inspirante pour l'hypothèse qui nous occupe. 3 clauses pourraient ainsi, selon nous, être envisagées. Celle qui porte sur la modification du contrat, celle qui concerne la rupture du contrat, et enfin celles qui sont relatives à l'engagement de la responsabilité du professionnel de la banque. Ce sont ces 3 cas que j'envisagerai successivement. Tout d'abord, les clauses liées à la modification du contrat. Le droit régissant les clauses abusives dans le Code de la consommation est assez hostile aux clauses permettant aux professionnels de modifier unilatéralement la convention passée. Par exemple, l'article R212-1, troisièmement, du Code de la consommation présume abusive, et ce, de manière irréfragable, la clause prévoyant, je cite, de réserver aux professionnels le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre. Il s'agit, nous le comprenons, d'une clause noire. De même, l'article R212-2, sixièmement, use cette fois-ci d'une présomption simple concernant la clause tendant à la possibilité de modifier unilatéralement pour le professionnel les autres clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties. Il s'agit d'une clause grise. Sans surprise, le banquier s'est déjà vu opposer la caractérisation de telles clauses abusives dans sa relation avec le consommateur. Par exemple, en matière de convention de compte, de dépôt, les établissements de crédit ont parfois fait figurer des clauses prévoyant que le titulaire ne disposait que d'un délai de 1 mois à compter de la notification de modification de la convention de compte pour les refuser et ainsi dénoncer la convention. Et que s'il ne le faisait pas, eh bien, il était considéré comme ayant approuvé les modifications en question. Eh bien, à plusieurs reprises, les juges du fond ont considéré que ce type de clause devait être jugé abusif. Nous trouvons également d'autres illustrations concernant toujours les conventions de compte ou les conventions liées à des instruments de paiement. De même, d'ailleurs, sur le fondement de l'article L442-1 du Code de commerce, nous trouvons quelques illustrations assez proches. Par exemple, a été jugée comme étant, cette fois-ci, comme étant abusive parce que déséquilibrée, la clause qui permettait à une partie de modifier les tarifs ou les conditions contractuelles. On peut donc penser, à la vue de toutes ces solutions, toutes ces jurisprudences et bien d'autres encore, bien évidemment, je ne vous ai cité que certaines d'entre elles, eh bien on peut considérer que notre article 1771 devrait permettre d'éliminer certaines clauses de modification unilatérale, prévues par le banquier, bien sûr, du moins celles qui, inscrites dans un contrat d'adhésion, accorderont trop de droits à ce dernier. En effet, et comme le résume un auteur, par essence, ces clauses instaurent un déséquilibre dont il ne restera donc plus qu'à caractériser la gravité. Nous partageons bien évidemment ce point de vue. Deuxième type de clause qui pourrait nous intéresser, les clauses liées à la rupture du contrat. Depuis quelques années, les clauses de résiliation du contrat de crédit donnent lieu à des décisions remarquées en droit bancaire. De telles clauses ont pour objet de permettre aux prêteurs, en présence de certains événements expressément envisagés, bien sûr, à titre préalable, de résilier le contrat et partant de prononcer la déchéance du droit aux intérêts. La déchéance, pardonnez-moi, du terme, ma langue a fourché. Et ainsi, le prêteur pourra récupérer immédiatement le capital restant dû et les intérêts échus et non remboursés, voire même parfois le paiement d'une indemnité. Or, sachez-le, en matière de crédit à la consommation, le caractère abusif de telles clauses a été retenu à plusieurs reprises.
lorsque le motif pris en considération pour pouvoir prononcer la résiliation, la déchéance du terme, n'avait rien à voir avec des défaillances de l'emprunteur en matière de remboursement. Par exemple, on a considéré que lorsque la cause permettant l'application de la clause était par exemple l'inscription de l'intéressé au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ou lorsqu'il s'agissait de la clôture d'un compte courant ouvert dans les livres de la banque, ou lorsqu'il s'agissait de la destruction de l'automobile financée à l'aide du crédit, toutes ces causes d'origine ne permettaient pas de légitimer la clause en question qui était par conséquent qualifiée d'abusive par les juges. Nous avons une jurisprudence assez étoffée en la matière. Et cette jurisprudence, elle s'est d'ailleurs retrouvée avec le crédit immobilier. C'est ainsi, par exemple, qu'a pu être qualifiée d'abusive une clause qui autorisait la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de déclaration inexacte de la part de l'emprunteur, car par sa formulation, cette clause laissait croire que l'établissement de crédit disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'importance de l'inexactitude de la déclaration et que l'emprunteur ne pouvait pas recourir au juge pour contester le bien fondé de la déchéance du terme. Donc vous voyez une clause si large, cela n'est pas admissible parce que dans le même temps, d'autres décisions, là encore de la Cour de cassation, sont venues nous dire que si les clauses étaient plus précises quant aux événements de nature à entraîner le prononcé de la résiliation, de la déchéance du terme, et qu'elles n'excluaient pas bien sûr le recours au juge, et bien dans ce cas-là, il n'y avait pas de difficulté, la clause ne devait pas être jugée abusive. Cette situation, là encore, a donné lieu à quelques décisions fondée sur l'article L442-1 du Code de commerce, même si cela est un tout petit peu plus rare. Dès lors, on peut penser que constitue aussi une clause déséquilibrée, au sens de notre article 1171 du Code civil, la clause qui confère au banquier une faculté de résiliation unilatérale sans avoir à respecter un quelconque préavis, ou encore en présence d'un motif trop étendu ou trop vague qui offrirait au banquier un pouvoir souverain pour décider de la résiliation en question. Dernière illustration, dernière clause, ce sont les clauses liées à l'engagement de la responsabilité. Il n'est pas rare que les banquiers prévoient dans les contrats d'adhésion conclus avec leurs clients des clauses limitatives et ou exonératoires de responsabilité. Or, force est de constater que la commission des clauses abusives a déjà eu l'occasion de qualifier d'abusives plusieurs clauses qui figuraient dans des conventions de compte de dépôt et qui cherchaient de la sorte à exonérer les établissements de crédit de toute responsabilité dans un certain nombre de circonstances. On a estimé que cela allait trop loin et que par conséquent la clause devait être jugée abusive. Nous avons eu des jurisprudences analogues concernant des conventions liées à des instruments de paiement. Et puis on notera même que pour l'article R212-1 sixièmement du Code de la consommation, être présumé de façon irréfragable, être présumé abusive de façon irréfragable, la clause qui prévoit le fait, je cite, de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations. On peut donc penser que des clauses qui exonéreraient notablement le banquier de sa responsabilité à l'égard de ses clients professionnels, sans notamment prévoir l'hypothèse de sa propre faute, du manquement aux obligations essentielles qui pèsent sur lui, vous le voyez, ces clauses-là devraient pouvoir être qualifiées de déséquilibrées au sens de l'article 1171 du Code civil. Pour conclure cette étude nécessairement incomplète, on se demandera si les potentialités de notre article 1171 seront exploitées en pratique. On se doute que les relations contractuelles entre les banques et leur clientèle professionnelle se déroulent la plupart du temps de manière sereine et respectueuse des intérêts de chaque partie. Néanmoins, la position privilégiée du banquier rend effectivement nécessaire la protection du client, quel qu'il soit, contre d'éventuelles pratiques abusives. Et en cela, l'article 1171 pourrait trouver sa place. Mais le client de banque professionnelle songera-t-il lui-même à invoquer cet article au soutien de ses prétentions? On peut s'interroger.
Il est vrai que l'incertitude est ici plus grande qu'avec le droit régissant les clauses abusives dans le Code de la consommation. Ce constat tient notamment à l'absence de mécanisme de catégorisation des clauses, c'est-à-dire des listes de clauses réputées ou présumées abusives qui favorisent incontestablement l'identification a priori des clauses créant un déséquilibre significatif. Or ça, nous ne l'avons pas ici. Il convient donc d'attendre pour connaître le sort qui sera effectivement donné à cet article 1171 par les clients de banque, mais aussi par les magistrats. Les services juridiques des établissements de crédit y seront sans nul doute également très attentifs. Je vous remercie de votre attention.